Marseille, 30 avril 2020. Hervé Castanet lit en audio et exclusivement en version audio l'un de ses textes. Actéon, Diane, voir l'invisible divinité. Pierre Klossowski actualise la lancinante question de la présence-absence du regard dans son texte peut-être le plus vif, Le bain de Diane, daté de 1956. Sa lecture permet d'avancer pour saisir l'enjeu de l'acte de contempler, aussi bien que l'enjeu du donner à voir par le tableau magique. Il y reprend l'histoire de Diane, l'Artémise des Grecs, et Actéon, rapportée notamment par Ovide dans ses Métamorphoses. Diane, déesse de la chasse, au bain, est surprise dans sa nudité par le jeune chasseur, puissant et magnifique, Actéon. Cette scène centrale, voir la déesse nue, fut l'un des passages obligés de la peinture et de la statuaire occidentale. On sait les attributs contradictoires dont la déesse est connotée. Virginité et mort, nuit et lumière, chasteté et séduction, comme l'écrit Klossowski. Elle est la protectrice des chasseurs, et pourtant l'un des meilleurs parmi ceux-ci, Actéon précisément, subira le sort du gibier traqué, déchiqueté par ses propres chiens, après que la déesse l'eut transformé en cerf. Diane est tout à la fois, c'est Klossowski qui l'indique, la Vierge écarlate, éclatante et meurtrière. Dans cette scène centrale, la divinité se propose et se dérobe aux hommes, réactualisant en cet instant où surgit Actéon, pour la surprendre, ses attributs contradictoires. S'y retrouve l'opposition voir, dire, image, texte, immédiateté, concept. Actéon ne voit pas par hasard Diane au bain, comme le suppose Ovide et toute l'Antiquité. Au contraire, Actéon veut voir. Il est celui qui viole par le regard les mystères interdits de la déesse, ses secrets aussi contradictoires que provoquants. Actéon, dans cette version, interprétation du mythe, n'est plus la victime démunie de la fatalité divine. Il est celui, au prix de son propre sacrifice ayant valeur de castration, qui doit plaider coupable. La vocation subjective d'Actéon se réalisant dans la scène finale. Cependant, Actéon n'est pas Oedipe. Ici, point de pathos malgré le dépeçage du corps du héros. Le mythe donc. Diane feint l'essoufflement après la poursuite du gibier. Elle mime la fatigue, la chaleur et la transpiration qui l'envahissent dans son corps. Alors, elle se dévoile, sachant la présence des mortels autour d'elle. Le bain, écrit Klossowski, qui conclut la chasse artémisienne, est l'instant le plus cruel de notre carrière. La sieste nous est refusée, que nous comptions goûter dans les bras de la divinité. Et si elle affirme maintenant son intouchable nature, c'est pour mieux nous convaincre de la réalité théophanique de ses joues, de ses seins, de ses fesses. Les formes plastiques, autrement dit de Diane, celles qu'Actéon essaye de voir, ne sont qu'une représentation, un voile, ainsi le mot théophanie, qui cache à la vue la divinité, son essence qui n'a ni forme ni consistance. La nudité de Diane n'est à son tour qu'une image, une nouvelle image, faisant barrage à l'essence inviolée. C'est pourquoi cette vision, Klossowski la dira folle. Actéon a-t-il vraiment cru la Vierge prenable dans l'imprenable divinité? Et il faut être assez fou pour supposer que la divinité va se détendre, se déshabiller, prendre ses aises dans l'onde, pour croire qu'elle s'ennuie, d'un ennui tellement rare qu'elle vous accordera un exclusif divertissement et vous comblera d'un privilège que vous cueillerez comme une baie sauvage. La folie d'Actéon
et d'avoir cru ou voulu croire que ce qui représentait la déesse, son corps, ses attitudes, etc., était la déesse, d'avoir confondu, autrement dit, la divinité et sa théophanie, d'avoir lâché la proie pour l'ombre des biens à venir. Et pourquoi ne pas citer Jacques Lacan en 1960 dans une phrase souvent répétée au style baroque? C'est à cet objet insaisissable au miroir que l'image spéculaire donne son habillement. Proie saisie au rais de l'ombre et qui, volée de son volume gonflant, l'ombre retend le leurre fatigué de celle-ci d'un air de proie. Ce que ne comprenait pas Actéon, en tant que paradigme de l'un U majuscule phallique, c'est que l'intégrité de l'univers pût dépendre d'une divinité simple, ni qu'une divinité féminine, exclusive de toute divinité virile, s'exprima, c'est Klossowski qui parle, dans la simplicité d'une nature fermée, se suffisant à elle-même, trouvant dans la chasteté la plénitude de son essence. C'est donc que Diane put ne jamais faire rapport avec un mortel, qu'elle est et sera toujours fermée, se suffisant à elle-même, bref, toujours haute, grand A, hétérogène, absolument, radicalement haute, grand A, déesse au-delà du destin, à laquelle nul mortel ne put, au gré du destin, prétendre à s'unir, comme l'écrit Klossowski. Diane, ainsi décrite, montre dans la fiction du mythe l'impossibilité du rapport sexuel. Le point bascule dans une telle scène réside en ceci. Cette déesse du dehors, cette déesse radicalement autre grand A, devient, c'est Klossowski qui le note, l'excitation perpétuelle des émotions asservies au dedans. Elle devient ce qui donne forme et consistance à ce qui remue le sujet et qui n'a pas encore de nom ou de forme. Elle devient cette vision chiffrant ce qu'il faut dévoiler et qui de l'intérieur torture le spectateur, le voyeur. Elle imite au dehors les mouvements de l'âme, agitée au dedans. La nudité de Diane est la forme de ce qui révèle et recouvre, ce qui cause le désir vif d'Actéon, le poussant à voir ce qui, à l'intérieur, ne cesse de l'agiter. Cette scène, voir la déesse dénudée, enfin, à se réaliser, vide d'un seul coup tout contenu de parole. C'est du reste à ce titre que peinture et sculpture n'ont pas cessé de la montrer comme pur silence. En retour, quel effet produit chez Diane ce regard abrupt? Klossowski le décrit en ces termes. Diane invisible considère Actéon, imaginant la déesse nue. C'est au fur et à mesure qu'Actéon s'abîme dans sa méditation que Diane prend corps. C'est-à-dire que le corps dans lequel elle va se manifester à elle-même, c'est à l'imagination d'Actéon qu'elle l'emprunte. Elle veut être vue en tant que femme dans un corps qui, sitôt vu, échauffe la tête à un homme mortel. La contradiction est en ce point. Citons Klossowski, le désir de voir son propre corps implique le risque d'être souillé par le regard d'un mortel. Pour ne pas demeurer autre grand A elle-même, pure énigme désincarnée, Diane doit en passer par l'un U majuscule phallique, autrement dit par l'imagination, le fantasme d'Actéon. En passant par cet un U majuscule phallique, elle est écornée en tant qu'autre grand A. Une partie de sa nature fermée passe dans les termes de ce qui l'ouvre et la viole. Elle n'est plus une essence absolue, intouchée, inviolable. Pour réaliser cette théophanie, cette prise d'un corps de femme élaborée dans et par l'imagination d'Actéon, Klossowski suppose que Diane, pour y parvenir donc, pactise avec un démon intermédiaire entre les hommes et les dieux, comme il s'exprime dans les termes de la théologie platonicienne qu'il affectionne. Par son corps aérien, le démon simule Diane dans sa théophanie et inspire à Actéon le désir et l'espoir insensé de posséder la déesse. Il devient l'imagination d'Actéon et le miroir de Diane.
Autrement dit, c'est par ce démon que Diane peut prendre un corps aux apparences de femme mortelle, visible et palpable. La déesse n'obtient pas seulement une apparence capable de provoquer le désir des hommes, elle peut, sous le masque de ce corps, se livrer clandestinement ou expérimenter incognito les émotions que son principe immuable exclut, de la sorte sans préjudice de son corps essentiel et invisible, inséparable de son principe divin, impassible parce qu'impalpable mais spectatrice. Elle assiste à ses propres aventures, aventures où sa chasteté est mise à l'épreuve, pour reprendre les mots mêmes de Klossowski dans son bain de Diane. Le principe de cette chasteté est une émotion qu'en tant que déesse, elle ignore. N'oublions pas, en effet, que les dieux sont impassibles, ils n'ont ni émotion ni sensation. C'est grâce au démon qui lui sert de masque et mime son rôle qu'elle peut feindre la fatigue, la chaleur, la transpiration après la course. Elle parvient à expérimenter la chasteté et les émotions qui résultent de sa mise à l'épreuve par les mortels. On sait ô combien le sort d'Actéon, ici en tant que paradigme du voyeur et du contemplateur, de l'amateur, du spectateur, de ce qui s'impose comme tableau, celui qui a voulu voir et posséder la déesse. Les termes introduits par Klossowski pour dire cette fin du chasseur sont précis. L'incompatibilité de la scène où sa nudité se dévoile et la parole qui peut la décrire, mettre des mots. C'est ou bien voir ou bien dire, ou bien la vision ou bien le mot. Voilà pourquoi le commentaire de Klossowski de ce mythe est précieux pour dénuder l'enjeu de l'image et de celui qui se livre à montrer ses visions mentales par la peinture. N'oublions pas que Klossowski est aussi peintre. Citons-le. Alors ce que voit Actéon se produit au-delà de la naissance de toute parole. Il voit Diane se baignant et il ne peut dire ce qu'il voit. L'événement absorbe ce qu'il y avait encore d'exprimable dans l'appréhension. Ce que je voyais, je ne puis dire ce que c'était. Non pas que ce que l'on ne saurait dire, on ne pût le comprendre davantage, ni qu'on ne puisse voir ce que l'on ne comprend pas. Actéon, dans la légende, voit parce qu'il ne peut dire ce qu'il voit. S'il pouvait dire, il cesserait de voir. Remarque klossowskienne particulièrement précieuse. En effet, ce qu'il veut voir n'a pas de nom, il n'y a pas de mot qui puisse le dire. Ce qu'il veut voir et s'approprier n'est pas le corps de Diane, réduit à une apparence que le démon lui prête. Ce qu'il veut désespérément voir, c'est ce qu'il y a au-delà des apparences, au-delà de cette incomparable beauté. Ce qu'il veut voir, c'est l'invisible de la déesse, la divinité elle-même. Ce que le voyeur veut voir, ce que le peintre, selon Klossowski, veut s'approprier dans la logique de son fantasme, c'est le phallus en tant qu'absent, en tant qu'il est la trace de l'absence même. Ce que cherche à voir Actéon est dans une relation d'infinitude avec le champ de la vision qu'il s'efforce de maîtriser par la toute-puissance d'un œil vorace et insatisfait. Lorsque Diane découvre Actéon, elle l'asperge d'eau, le transformant en cerf. Elle lui dit, ce seront ses dernières paroles. Nunc tibi me posito velamine nares, sipoteris narrare, licet. Ces mots, citons Klossowski, provoquent la divulgation par le langage de ce qui vient de s'accomplir et en même temps démontrent que la métamorphose rend cette divulgation impossible. Notre auteur parle de provocation et d'ironie de la part de la déesse. Provocation, dit-il, va décrire la nudité de Diane, va décrire mes appas. C'est là sans doute ce que tu attends, ce que tes semblables aimeraient savoir. L'ironie, si tu peux, libre à toi. Mais chacun le sait. Transformé en cerf, sa bouche devenue gueule ne peut plus dire, ses pensées se troublent, un brouillard envahit sa réflexion, les mots se délitent, le silence mutique se répand.
Klossowski s'est souvent plu à représenter plastiquement cette scène et même à en réaliser une sculpture. Qu'aurait pu voir Actéon? À quel moment précis, oui, précis, la parole de la déesse qui métamorphose surgit-elle? Nec nos videamus labra Dianae. Klossowski, pour les besoins de sa démonstration, invente cette phrase en l'attribuant à Ovide et aussitôt la commande. D'une main, Diane venait de lui jeter l'onde à la face, mais alors qu'elle proférait la sentence, déjà elle retirait l'autre main du creux de ses cuisses, et soit qu'elle eût dès lors initié Actéon, soit que l'ayant initié, elle l'admit à son rite ultime, soit enfin qu'elle mit fin à sa théophanie, par ce geste même, elle découvrait sa vulve merveille, vermeille, dit le texte, découvrait les lèvres secrètes. Actéon voit ses lèvres infernales s'ouvrir à l'instant même où le jet d'eau lui ruisselle sur les yeux et l'aveugle. Commente-t-on Klossowski? Il y a un déplacement de la main. La déesse cachait la vulve vermeille en jetant l'eau au visage du chasseur. Tout à la fois, elle dévoile son secret et transforme son voyeur désormais à jamais muet. Description fine sous la plume de notre commentateur où se lit que lorsqu'Actéon se réduit à l'objet regard, d'une part il ne voit plus, l'eau l'aveugle, d'autre part transformé en cerf il ne peut plus dire, il s'annule, métamorphosé en bête comme sujet. Il sort de la culture pour retourner au mythe de la nature. Klossowski parlera d'un regard scrutant la nuit et de servitude avec un C volontaire. Cette scène centrale s'est donc réduite à une vision labra Dianae, mieux à un éclair qui ne dure qu'un instant, fulguration aveuglante qui l'annule aussitôt comme visible pour celui qui voulait voir, nec videamus. L'instant, temporalité subjective, hors toute chronologie externe, où Actéon voit la déesse nue enfin, est l'instant même où il meurt déchiqueté par ses 50 chiens. La temporalité au cœur du mythe s'abîme dans l'intemporel. L'espace mental ordonné par le temps pour comprendre se convertit dans le retour éternel de l'instant, tout à la fois, inséparablement et inlassablement. Actéon voit Diane au bain. Il devient cerf et meurt dévoré. Entre ces différentes postures, point de successivité, mais la réitération de la constance du même acte. La structure temporelle strictement ponctuelle de cette scène, son temps s'y résumant à l'instant de voir, nous indique sa place dans le discours. La structure du mythe, mais aussi l'œuvre klossowskienne. Cette place est celle du fantasme, pour suivre les remarques de Jacques-Alain Miller dans son cours de 1982-1983, une des leçons étant consacrée au mythe. Place du fantasme, c'est-à-dire place du réel en tant qu'il se déduit des impasses du signifiant, ce signifiant qui ordonne les coordonnées de la réalité visible, visuelle, dans laquelle Actéon veut situer le corps de la déesse. Diane et Actéon sont l'emblème de l'excellence du fantasme dans sa fixité, sa monotonie, sa statique et sa résistance à l'interprétation signifiante. Le fantasme entend, c'est du Lacan, qu'il est l'unique fenêtre sur le réel de la cause. C'est parce qu'il chiffre en silence la jouissance de celui qui se fait regard, pur objet regard, que ce fantasme est fascination. Voir la déesse nue est un fantasme de fascination qui porte lui-même un caractère fascinant pour d'autres, puisqu'il est aujourd'hui encore trace vive d'une humanité disparue et dont on se demande même comment elle a pu exister. L'œuvre de Klossowski est là pour rappeler cette humanité disparue, enfouie, et qui, grâce à lui, ressurgit, intacte et brillante, en ce milieu du XXe siècle. Cette scène dénude un retournement subjectif. C'est au moment où la chair nue de la femme apparaît
où elle pourrait être saisie, appropriée, la théophanie de Diane, qu'elle échappe aussitôt à son prédateur voyeur. Elle échappe, car elle transforme mieux, elle métamorphose le prédateur voyeur. C'est lui qui devient la proie, celui qui voulait voir et transformer lorsque surgit l'image éblouissante de la peau intime en regard, de voyeur qui au départ veut voir, qui insiste pour voir, qui ne cesse d'insister pour continuer à voir. Il devient, en bout de course, fasciné, immobilisé, statufié par cette peau, cette nudité qui désormais le regarde au dehors. Actéon a échoué. Pour le dire en termes freudiens, avoir le phallus absent chez l'ode grand A féminin. Cet échec signe pour lui que la castration est de son côté. Mais Diane, elle, y objecte. La soumission d'Actéon à la loi, que l'on peut écrire avec un L majuscule dans ce cas, est affirmée. La conjonction de l'un U majuscule, lui, et de l'autre grand A, elle, de la logique phallique et de la jouissance féminine radicalement haute, grand A, est impossible. Diane n'est pas l'autre sexe, petit a, mais l'autre grand A absolu qui ne fait pas rapport. Castration, dit Freud. Castration, reprend Lacan, qui ajoute à la fin de son enseignement, réel. Le sort final de notre héros, le déchet jeté au chien, est la forme emblématique de la castration, certes imaginarisée comme morsure, déchirure, arrachement et démembrement. En ce point, le mythe devient aussi brillant que la nuit, le croissant de lune, qui est l'un, on le sait, des attributs de Diane. Voilà ce qui toujours guette, celui qui contemple et veut peindre l'insaisissable nudité où se logerait la féminité, le dark continent dont parlait Freud. Voilà ce qui attend le peintre et son spectateur, malgré leur brio phallique. La poésie baroque ne s'y est pas trompée. Elle qui dit Actéon le bonheur, malgré le terrible sort qui l'attend, et ajoute pour Diane l'inhumaine, en ceci que le secret qu'elle scelle et que ses lèvres vermeilles, image et tout à la fois, empêchent de voir dans le champ scopique. Eh bien ce secret de Diane toujours sera réel. À ce regard au dehors, mise en position de cause, l'œuvre de Pierre Klossowski est une modalité littéraire, mais aussi conceptuelle, et encore aussi picturale de faire réponse. À son tour, cette œuvre devient regard pour son lecteur, son commentateur et son spectateur.